À Ibiza en Espagne, les vacanciers ne viennent pas chercher que le soleil. Ce qui a fait la réputation de cette île, c'est la musique. Le jour, comme la nuit, elle est omniprésente. Et ce qui marche ici, ce sont ces rythmes répétitifs, obsédants. Depuis une dizaine d'années, Ibiza est devenue la Mecque de la musique techno. Que ce soit au Privilège, à l'Amnésia, au Divino ou encore au Pacha, on n'entend que ça. Ici, les rois de la fête, ce sont les disco-jockeys, les DJ. Certains d'entre eux sont même devenus des stars car ils ne font pas que passer les disques des autres, ils créent aussi leur propre musique. Et en ce moment, ce sont les Français qui ont le vent en poupe. Paris, rue de Rivoli, au premier étage de cet immeuble, Radio FG, spécialisée dans la techno et les musiques électroniques. Aujourd'hui au platine, Didier Sinclair. Tous les soirs, il passe en direct une sélection des disques qu'il aime. Si vous ne les connaissez pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça c'est Siesta, un label californien. Force Flow, Miguel Mix, Benjamin Diamond, un français, Yana. Marshall Jefferson, Express 2, encore Express 2. Africanisme, le label de Yellow. Des noms bizarres, pourtant la musique électro a aussi ses tubes planétaires. Les plus connus ont même été disques d'or, une galette qui équivaut à plus de 100 000 disques vendus. Et ce sont donc souvent des Français qui sont derrière. Il y a les Mojo. Mister Oiseau, c'est Quentin Dupieux. Démon. Évidemment, les Daft Punk arrivent en tête avec 2,5 millions du premier album. Et le nouveau qui est sorti il y a un mois en est déjà à 1,5 million. Daft Punk, vous allez dans n'importe quel supermarché au fin fond des États-Unis ou de l'Australie, vous entendez Daft Punk. Hein. Ça, j'en ai fait l'expérience. Hein. Et oui, Daft Punk, c'est le groupe français qui a fait connaître la musique électronique au grand public. Et tout a commencé ici, dans cette maison de disques. Il y a 7 ans, à cette époque, seuls quelques branchés écoutaient cette musique. Maya, qui les a découverts, avait tout de même tenté le pari de sortir leur premier CD. On savait pas trop quel niveau de réussite on arriverait, mais on savait qu'on arriverait à imposer peut-être avec eux ce style, ce genre de musique. C'est ce qui s'est passé ? Et c'est ce qui s'est passé. Ces deux Parisiens, copains de lycée, cartonnent tout de suite. Et pourtant, la maison de disques n'a pas fini de s'arracher les cheveux. Thomas à droite et Guy Manuel, en train de boire sa bière, décide en effet, quelque temps après cette interview filmée en 95, de ne plus jamais montrer leur visage. Désormais, les Daft Punk n'apparaissent plus que masqués, en robots, empotés et muets. Alors pourquoi un tel camouflage? Ils ont envie de se préserver un petit peu et qui considèrent qu'après tout, c'est pas des chanteurs, donc pourquoi montrer le visage? C'est la musique et des super images. Pour en savoir un peu plus, il faut observer leurs clips. Plus qu'une simple protection de leur vie privée, l'anti-starisation devient un véritable concept marketing. Les héros de leurs vidéos sont des animaux, des légumes ou des squelettes. Et la dissimulation n'empêche pas de vendre, bien au contraire. Disques d'or en France, ils sont aussi sortis dans 40 autres pays. Leur deuxième album s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est bien plus que le dernier disque de Patricia Cass, qui pourtant est une des artistes françaises qui se vend le plus à l'étranger. Je sais qu'ils sont rentrés numéro 1 au Japon à la sortie quand même. Ce qui est
une bonne vente, ils sont disques d'or. Ils ont été disques d'or à la semaine de la sortie. Et depuis, Daft Punk a fait des émules. Par exemple, le groupe français Superfunk. Voici leur premier tube, Young MC. Paroles en anglais, clip tourné aux États-Unis. Eux aussi sont disques d'or, eux aussi exportent. Le plus fort, c'est que cette musique ne coûte pas cher à fabriquer, 10 fois moins que la variété classique. Superfunk, ce n'est pas le cycliste que l'on voit dans le clip, mais ce jeune compositeur marseillais, Fabrice Monteco. Les royalties du disque lui permettent déjà de louer ce grand appartement à Paris. Comme beaucoup de musiciens électroniques, il ne sait jouer d'aucun instrument. Il a commencé par être animateur à la radio. Pour se rendre à son studio d'enregistrement, pas besoin de sortir, c'est chez lui. Pas d'instrumentiste, ni de technicien. Fabrice bricole tout seul. Une installation maison, un home studio. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place, mais on a ce qu'il faut. Voilà. Il y a vraiment ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de travailler dans des gros studios. Au niveau des traitements de son, des effets, il n'y en a pas des millions. On peut arriver en fait, dans un espace comme celui-ci, à bien travailler. Lui en a pour 40 000 francs de matériel, mais avec 5 000 francs, on peut aussi faire de la musique chez soi. Le principe est simple. Dans son ordinateur, il y a une multitude de sons programmés. De celui d'une basse, comme ici, à celui d'un violon. Et une séquence rythmique, on va rajouter des violons, par exemple. Après, au clavier, il suffit de jouer les notes voulues pour chaque instrument. Et là, c'est le violon qui rentre en piste. Voilà, ça c'est très bien. C'est pas plus difficile que ça. Il suffit ensuite de superposer les couches musicales. Reste à avoir quand même un brin de créativité. Et là, rien n'empêche d'aller puiser des sons dans la musique des autres. La musique électronique est en effet souvent composée à partir de petits bouts pris sur de vieux disques. Cela s'appelle un sample, échantillon en français. Par exemple, dans Lucky Star, un autre tube de Superfunk, il y a un sample. Essayez de deviner de quel morceau sont tirées ces quelques notes de guitare. Elles viennent tout simplement d'un bon vieux disque vinyle qui date de 1983. Voilà, ça ce sont les 4 mesures qui ont servi de base au morceau. Et l'auteur de ces quelques mesures s'appelle Chris Rea. Le morceau Joséphine, à l'époque, cela fait un tube. Tendez l'oreille, voici les quelques mesures copiées. Seule différence, le rythme est plus rapide. Mais là encore, rien de très compliqué. Il suffit de prendre le disque original et d'actionner cette petite manette à droite qui fait tourner plus vite la platine. Voilà. Seulement voilà, pour emprunter la guitare de Chris Rea, Fabrice a dû payer. Et combien en l'occurrence il a pris? Là, c'était 40%. 40% des droits d'auteur. Et il prend quelque chose sur les ventes de disques aussi sur les... Non, 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 absolument pas. Uniquement sur les droits d'auteur? Uniquement sur les droits d'auteur. Petit calcul, sur un single que vous achetez 35 francs, les droits d'auteur sont de 9% du prix de gros, soit environ 2 francs par disque. Mais nos petits Français ont dû reverser à Chris Rea près de la moitié de cette somme, soit au total plus de 400 000 francs qui ne sont pas tombés dans leur poche. Et ce n'est pas fini. Il a aussi fallu payer le chanteur Ron Carroll. C'est lui, un Américain de Chicago, rencontré grâce à des amis communs. Lui a touché pour cette chanson 90 000 francs de droits d'auteur. C'est vous qui lui avez écrit une partition quelque part? Vous lui avez dit tu vas chanter tel air, ou c'est lui qui a créé l'air de toute pièce? Non, non, pas du tout. On lui a envoyé l'instrumental, et à partir de l'instrumental, il a écrit des paroles, il a écrit un texte, il a écrit une histoire. Et un chant?
une et le mélodie. chant. Ouais, tout à fait. Donc vous lui avez laissé libre cours en Oui, fait. oui, oui. Ouais. Donc lui, il a des droits d'auteur aussi alors. Ah, il est interprète, il est auteur-interprète. Donc lui, il a combien dans l'histoire? Plus que nous. C'est-à-dire? Plus que nous. Finalement, et bien qu'il soit à l'origine du projet, c'est Fabrice qui, paradoxalement, touche le moins en droits d'auteur, 70 000 francs. Mais il se rattrape avec le reste, pourcentage sur les ventes de disques et les diffusions radio et télé. D'après nos calculs, en tout son album lui a rapporté presque 1 million de francs. Et en plus, comme Superfunk est aujourd'hui connu, il est maintenant très demandé comme DJ dans les discothèques. Ce soir, Fabrice part justement à Barcelone et prépare ses disques. Combien de sacs vous allez prendre? Je me posais la question de savoir si je vais en prendre 2 ou 3. Parce qu'en fait, là, on part pour 2 soirées différentes. Et il y a un club que je connais, donc je sais ce que je vais jouer à peu près. L'autre, je ne le connais pas. En tout, il va prendre 150 disques. J'en ai oublié, en fait. Mais je sais pas où ils sont. Son métier aujourd'hui, c'est un business très organisé. Bonjour. À partir de ce taxi qu'il attend en bas de chez lui, maintenant tout est pris en charge par la boîte de nuit qui l'invite. Direction l'aéroport Charles de Gaulle. L'avion lui est bien sûr payé. Au moment d'embarquer, la chose la plus précieuse pour lui, ce sont ses disques. Qu'est-ce que vous prenez tout là? Vous Non, gardez pas avec tout. vous les disques? Je garde avec moi, mais les disques indispensables. Parce que souvent, ça arrive que les bagages se perdent. Ça, c'est des disques, s'ils se perdent, enfin, pour ce soir, ne vont pas me manquer. Depuis 1 an et demi, Fabrice a visité une vingtaine de pays. Il a même été demandé jusqu'en Australie. 22h, nous arrivons à Barcelone. Voilà, on va pouvoir monter dans la limousine. Première étape, l'hôtel, en plein centre de la ville. Aujourd'hui, c'est un 2 étoiles, mais Fabrice n'est pas très exigeant sur le standing. Voilà. Alors c'est comment? Personnellement, je m'en fous. Je m'en fous. Vu l'état dans lequel je rentre le matin me coucher, un lit, c'est un lit. Voilà, je suis pas difficile. Et ça peut varier de quoi à quoi? Ah, ça peut varier de 2 à 5, de l'extrême palace. Bon, généralement, ça va, c'est correct quand même. 1h du matin, Fabrice arrive enfin sur son lieu de travail. La discothèque s'appelle Los Torres de Ávila. L'homme au t-shirt blanc, c'est Philippe, le patron de cette boîte de nuit. Est-ce que pour un patron de boîte, ça coûte cher de faire venir des DJ comme ça du monde entier? C'est cher, c'est très très cher. Effectivement, c'est très bien payé. Fabrice, qui est en train de descendre dans sa cabine de mix, touche entre 7 000 et 25 000 francs pour sa prestation, avec pour seule obligation de jouer minimum 1h30. Mais il y a encore mieux rétribué, certains DJ sont payés jusqu'à 200 000 francs la soirée. Et si le club est prêt à débourser de telles sommes pour un DJ, c'est tout simplement parce que leur renommée fait venir des clients. Philippe le patron a donc fait savoir dans des journaux branchés la venue de Fafa Monteco. C'est le nom de scène de Fabrice. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la programmation, la publicité qu'on fait dans des revues, par exemple, des musicales qu'on fait chaque mois. Et ça, c'est la programmation des DJ. Par exemple, on a eu Ray the Master, Fafa Monteco. Ça m'intéresse comment prestige, comme on dit. Ça apporte un... Oui, ça apporte argent directement. Non, mais on a un peu de prestige d'avoir des DJ importants comme lui. Ce soir, les clubbers sont contents. Pourtant, la majorité d'entre eux ignorent totalement le nom des morceaux que leur a passé Fabrice. Et ça, c'est tout le problème de la musique électronique. Retour à Paris sur les Champs-Élysées. Au premier étage de ce gigantesque magasin de disques, le rayon musique électronique. Ici, il représente 15% de l'ensemble des ventes. Des musiciens sans visage, des noms qui laissent perplexes. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Les noms, on ne peut pas les connaître.
Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui la musique que... regardez, rien que vous voyez les noms... C'est quoi par exemple là? regardez, je sais pas, je peux montrer à la caméra? Donc là, par exemple, vous voyez ça. Comment ça s'appelle? Inland Night. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Je vais un peu au feeling, après des fois je découvre des trucs que je connais pas, quoi. Alors, pour y voir un peu plus clair, un marché s'est développé, celui des compilations. Le principe est attractif. Regrouper sur un même disque différents artistes, cela évite d'acheter tous les albums. Là-dessus, on retrouve Mojo, G-Walk. On va retrouver l'album de Zuko 103, de Thievery Corporation. Et c'est plutôt ça que les gens achètent. En ce moment, plus de la moitié des disques de musique électronique vendus sont des compilations. Mais c'est pas celui-là. Le 1 ou le 2. Il y a un an, le meuble compilation trip-hop s'arrêtait là. Vous avez que ça. En un an, c'est multiplié par 3. Dans ce magasin, il existe même un panneau qui en indique les meilleures ventes. Et là, on s'aperçoit que ce qui vient en tête, ce sont des compilations d'un genre particulier. Il y en a une vingtaine et elles portent des noms exotiques. Bouddha Bar, l'Alcazar ou encore le Barrio Latino. Les Barrio Latino, c'est ce que c'est? Barrio Latino, pour moi, c'est un quartier de Barcelone. Sorti de ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il y a derrière ça. En fait, ce sont tous des noms de restaurants ou de bars parisiens. D'ailleurs, on appelle ça des compiles de bars. Alors, qui fabrique ces disques et comment? Qui gagne le plus d'argent? Le restaurant, le producteur ou les artistes? Cet homme vêtu de couleurs chatoyantes s'appelle Claude Chal. C'est lui qui, le premier en France, a eu l'idée de compiler les musiques entendues dans les bars branchés de la capitale. Lui-même a sorti 6 compilations. C'est un personnage très connu du milieu des nuits parisiennes. Il travaille dans son appartement, un spacieux duplex près de la Bastille. Son boulot, c'est d'écouter toute la journée des disques qui viennent du monde entier. Il y a des produits américains, et des produits allemands, et des produits espagnols, et des produits italiens. Là, par exemple, la prochaine compile, j'ai beaucoup d'Italiens, je faisais ça hier soir, et beaucoup de Danois. Après, il n'a plus qu'à choisir les morceaux qu'il préfère et à les enchaîner de manière harmonieuse. Si les artistes du monde entier lui envoient leurs créations, c'est qu'une compilation peut leur permettre de se faire connaître d'un seul coup. Claude reçoit une dizaine de disques par jour. Je sais même plus c'est où. Le plus souvent, leurs auteurs n'ont pas encore signé de contrat avec une maison de disques. Je l'ai classé hier parce que j'étais submergé. Alors, par exemple, je reçois énormément de projets d'artistes qui sont pas forcément signés, qui sont déjà au stade de studio. Alors, j'écoute toutes les nouvelles créations. Voilà. Alors, il n'y a rien encore. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de label, il n'y a rien. Et tout ça, par exemple, c'est des choses comme ça qui ne sont pas encore signées. Vous voyez, ça se présente déjà comme ça. Et parmi ces disques anonymes, Claude Chal reçoit parfois des perles. Comme ce morceau, aux airs argentins. Claude l'a reçu il y a 3 ans et l'a mis sur une de ses compiles. Depuis, le groupe s'est fait repérer et signé par une maison de disques française. En fait, c'est un groupe américain, il s'appelle Pink Martini. Et son album est aujourd'hui classé dans les meilleures ventes, grâce notamment à un morceau au titre enchanteur. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je... Mine de rien, ce travail demande de l'organisation, car il faut systématiquement demander l'accord aux artistes. Alors Claude Chal a installé dans une des chambres de son appartement un bureau où travaille son assistante. Et là, Sidonie est en train de rentrer les différents morceaux que j'ai choisis cette nuit et de mettre les titres et de mettre surtout le nom des labels, les fax, les emails. Cela a l'air simple comme ça, pourtant ce n'est pas toujours facile car les musiques peuvent venir de loin. Bon, parce que c'est marqué en taïwanais, tout est marqué en taïwanais. Là. Alors déjà, c'est prise de tête de trouver à qui il faut demander autorisation. Les artistes veulent donc tous être sur ces disques, et pourtant dans cette affaire, ce ne sont pas eux qui gagnent le plus.
Sur un double CD vendu 200 francs dans le commerce, les artistes touchent 60 francs, mais comme ils sont une trentaine par album, ça ne fait que 2 francs chacun. Claude Chal, lui, en tant que producteur, touche beaucoup plus. 22 francs par disque vendu. D'après nos calculs, ces 2 dernières compiles lui ont rapporté plus de 5 millions de francs. Mais d'où lui est venue cette idée toute simple, qui a fait sa fortune? L'histoire a en fait commencé ici, dans un lieu très protégé. Les Bains, l'un des endroits les plus sélects de la capitale, avec serveuses top modèle et clients beautiful people. Jusqu'en 92, Claude était un des gérants des lieux. C'est donc ici que lui est venue l'idée de lancer sa première compile de la musique des bains. Au début, cela ne se vend pas beaucoup. Mais il y a pire. Quand il décide de quitter les bains et de placer le million de francs qu'il gagne en vendant ses parts dans une banque. Là, la situation vire carrément au cauchemar, car la banque fait faillite. Et donc, je me suis retrouvé 3-4 mois après ruiné. Et au début, j'ai pas eu tout réalisé. Je comprenais pas parce que je croyais que ça se passait qu'en Russie ou en Afrique noire. Je pouvais pas imaginer. Et il y avait heureusement, il y avait une assurance de 400 000 francs. Alors donc, j'ai pu vivre pendant 1 an avec ces 400 000. Et après, j'étais obligé de travailler. Pour autant, il ne va pas à la mine. Il devient pour 1500 francs la soirée le DJ d'un autre restaurant huppé, le Bouddha Bar. Période faste, il sort 4 compilations, dont 2 au nom de cet établissement. Et c'est là que le succès arrive. Ces compilations du Bouddha Bar deviennent disques d'or et se vendent à plus de 150 000 exemplaires chacune. Depuis, Claude Chal a quitté les lieux et c'est un autre DJ, nommé Ravin, qui le remplace. Claude Chal, lui, a eu une idée encore plus surprenante. C'est un pied de nez que j'ai fait aux journalistes qui me donnaient toujours la même question. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène de la vente de disques qui correspond à un lieu gna 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 gna. Alors là, je me suis dit, tiens, je vais leur faire un disque qui n'existe pas et pour leur montrer que ça se vend autant d'un endroit qui existe et qui n'existe pas. Le pied de nez, le voilà. Le Nirvana Lounge, sa dernière compilation. Comme les autres, ça a l'apparence d'une compile de bar. Pourtant, il n'y a pas de bar derrière. Enfin, pas encore. Ce restaurant s'appelle aujourd'hui la Villa Barclay, mais dans quelques semaines, ce sera le Nirvana Lounge, le premier bar d'une compile.